Bonjour à tous, il est 18h, c'est Accès Direct sur 8 Mont-Blanc, le magazine de la rédaction. Très heureuse de vous retrouver. N'oubliez pas, Accès Direct est en direct aussi sur Facebook. Réagissez et partagez. Au sommaire, aujourd'hui, quand l'art vivant succède au 7e art, un nouvel espace culturel vient d'ouvrir ses portes dans le Chablais, dans un ancien cinéma. Le Starting Block vient d'ouvrir ses portes à Bernex. Jennifer Pitaro et Manon Servoz, les cofondatrices, seront sur le plateau dans un instant pour en parler. Et puis, comme chaque lundi, Seb me rejoindra sur ce plateau pour l'instant sport. Nous verrons des images de basket, de tennis et de paddle ce soir. Et puis nous parlerons aussi hand avec Alain Poncet, le président du Chambéry Savoie-Mont-Blanc Handball. Mais avant, les titres du JT. Salut Pauline. Salut Fanette. Alors, un hiver décidément bien compliqué. Oui, très compliqué. Entre la neige et la pluie, on ne s'en sort plus. Donc on fera un peu le point sur les intempéries en Savoie et en Haute-Savoie. Il y a beaucoup de cours d'eau qui ont débordé. Plus de 50 interventions des pompiers, notamment de Haute-Savoie. Ils sont plus de 100 sur le terrain. Des communes, des habitants ont même été évacués. C'est le cas du côté de Chamonix. Plus de 200 habitants qui n'ont toujours pas pu retourner chez eux à cause du risque d'avalanche très élevé. Donc on fera un point tout à l'heure dans le JT. Et puis les gardiens de prison toujours mobilisés. Oui, très en colère. Emmanuel Jaude était ce matin très tôt à 6h, comme il l'a souligné. Il nous l'a souvent dit aujourd'hui. Comme il l'a souligné toute la journée pour le blocage de la prison de Chambéry. Ils étaient une vingtaine. Ils demandent une augmentation de leur salaire. Ils demandent aussi à ce ce soit plus sécurisé dans les prisons, puisqu'on le sait, la semaine dernière, plusieurs surveillants de prison ont été agressés. Donc on fera le point sur ce dossier brûlant. Eh ben, on va passer à la revue de presse maintenant avec la disparition d'un grand homme, le pape de la gastronomie. C'était son surnom. Paul Bocuse est décédé samedi. Alors beaucoup de chefs lui ont rendu hommage tout ce week-end. C'était le cas également de Jean Sulpice, qui était lui cuisinier de la Nego Emilio à seulement 39 ans. Il a réagi, il a dit « Dès comme ça, il n'y en a qu'un par siècle. Sans lui, ma génération ne serait pas là. » Le chef de l'auberge du Père Bise a été très ému. Pour lui, Paul Bocuse est un modèle, un mentor. Il dit « Il fait partie de ces générations de chefs qui ont marqué la gastronomie, qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui. » Et puis Marc Vera a également réagi. Pour lui, Paul Bocuse était un monstre de la gastronomie, un guide, le meilleur chef au monde. Rien que ça. Les deux cuisiniers triplement étoilés se connaissaient très bien, ils étaient très intimes. Et pour le chef au Savoyard, Paul Bocuse était un avant-gardiste. Il avait 50 ans d'avance. Il avait compris avant tout le monde, le sens même de l'alimentaire. TRTE2RE, et il a réussi le tour de force de rendre la gastronomie populaire. Paul Bocuse sera enterré vendredi à Lyon pour lui rendre un dernier hommage, et d'ailleurs il y a un des chefs qui a demandé à ce qu'un hommage national lui soit rendu, tellement effectivement tu le disais, le pape de la gastronomie. Et puis on ne compte plus ses victoires, celle de Martin Fourcade. Non, on ne les compte plus, mais pourtant vendredi, Martin Fourcade, alors il n'était pas trop d'humeur vendredi. Il n'aime pas trop qu'on le... Ça s'est passé sur... Alors il n'aime pas trop, mais il a réagi avec beaucoup d'humour. Les Français a terminé deuxième sur le sprint, comptant pour la Coupe du Monde de biathlon. Alors sur Twitter, donc de nombreux médias ont relayé, dont nos confrères d'Europe 1, qui disent, je cite, biathlon, Fourcade encore battu par Beu, son grand rival. Donc Martin Fourcade a réagi en disant audience de points, Europe 1 encore battu par RTL France, France Inter, France Bleu, avec un petit smiley plutôt sympathique derrière. Mais voilà, c'était fait, le pic a été rendu. Et Martin Fourcade qui s'est vengé dimanche à la Mastart, où il a fini premier, c'est sa 69e victoire de sa carrière sur cette course. Ça nous annonce donc un beau duel pour les Jeux Olympiques d'ici quelques semaines. C'était la dernière course avant les JO, donc on attend des médailles d'or de Martin Fourcade pour ces Jeux Olympiques. On surveillera ça. Et toi, Fanette, on parle politique. Voilà, c'est un article de nos confrères du Figaro. Marion Mourgue revient sur ces jeunes sénateurs, gardes rapprochés de Gérard Larcher, qui entendent bien dépoussiérer l'institution, qui n'est pas vraiment très populaire. Donc voilà, donc ils apparaissent là en photo, ils sont jeunes, dynamiques. Et dedans, il y a deux Hauts-Savoyards, il y a Cyril Pellevat et Loïc Hervé. Les Larcher Boys, comme s'en amuse Loïc Hervé, l'ancien maire de Marnat, non-cumul des mandats oblige, il a dû démissionné. Gérard Larcher salue leur engagement, leur technicité, leur rapport au terrain et à la réalité aussi. Selon la journaliste, ces jeunes sénateurs habitués au travail collectif, un peu plus loin des querelles politiciennes, etc., pourraient bien compter en 2018 entre une droite en reconstruction et divisée, avec un Laurent Wauquiez pas vraiment rassembleur et un président omniprésent. Donc voilà, à surveiller. Ils sont aussi omniprésents sur le terrain, on les voit régulièrement. Voilà, on les croise régulièrement, tout à fait. Et puis on termine avec des belles photos du JPAI. Voilà, ce sont des images assez rares. Donc ça se passe dans le parc de la Vanoise. Pour la petite histoire, le JPAI de Barbu avait été éradiqué
initié au début du XXe siècle et puis il a été réintroduit à partir de 1986. Aujourd'hui, il y a 4 couples dans le parc national de la Vanoise. Et donc là, c'est la page Facebook Rando Photo Montagne qui nous propose ces photos prises dans la neige des couples. Donc, et effectivement, c'est des images qu'on voit pas souvent. On voit souvent de très très loin ces gypaètes, donc ou au centre d'élevage. Donc voilà, un peu de nature. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci Pauline. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On va passer à l'actu du jour. Je reçois aujourd'hui Jennifer Pitaro et Manon Servoz. Elles viennent nous parler d'un nouvel espace culturel, le Starting Block, à Bernex, près d'Évian. Bonsoir. Bonsoir. Petite virgule. Alors, le Starting Block est né entre les murs de l'ancien cinéma de Bernex. Tout simplement, pourquoi créer un nouvel espace culturel dans cette salle à Bernex? Alors, à Bernex, parce que déjà cette salle elle existait avant, en fait, il y avait déjà du théâtre il y a assez longtemps. Il y avait des cours de théâtre à l'époque. Ensuite, il y avait du cinéma quand moi j'étais petite, on va dire. Puis ça s'est stoppé pendant 10-15 ans, on va dire. Et alors, du coup, les gens étaient assez déçus. Donc, ils ont été tout de suite très contents qu'on refasse vivre cette salle. Et en plus, qu'on y ajoute des spectacles, des concerts, des spectacles jeunes publics, etc. Ça doit être une sacrée énergie. Ça va prendre pas mal de temps de lancer un projet comme celui-ci. Comment ça s'est passé? Vous avez créé une association il y a un an. Et puis tout était à faire. Voilà, exactement. Donc il y a un an, on a créé Mage Live Productions. Et dans le même temps, on a décidé de présenter un projet donc, à la commune de Bernex qui nous a soutenus dès le début en fait. L'idée donc de créer un lieu de rencontre autour de la découverte et de la création artistique. Donc comme l'a dit Manon, avec une programmation vraiment très variée. Donc on a à la fois des expositions d'artistes locaux, des concerts de musique actuelle, du spectacle jeune public, du cinéma. Donc voilà, c'était vraiment un gros projet. Vous êtes deux, là, cofondatrices, mais je suppose que vous avez aussi mobilisé autour de vous. Qui est dans le projet? Alors, on a beaucoup de bénévoles autour de nous, évidemment, parce que ça ne pourrait pas exister sans eux. Après, on a aussi démarché beaucoup de partenaires locaux au niveau pour la buvette, pour la restauration, etc. Et c'est vrai que tout le monde nous a soutenus au niveau des commerçants, au niveau de la commune de Bernex, l'office de tourisme de Bernex. Voilà, tout le monde est vraiment autour du projet, donc c'est top. L'idée de ce lieu, c'est quoi? Comment vous allez le faire vivre? Alors l'idée, donc, c'est de programmer un spectacle par mois d'humour. Voilà, on est allé au Festival d'Avignon toutes les deux pour dénicher un peu des talents émergents. Ensuite, un concert par mois, environ 2 séances de cinéma et du spectacle jeune public qu'on va développer l'année prochaine avec les écoles alentours. Ça répond à une vraie attente parce que j'ai vu le chiffre 1350 habitants à l'année en 2017 à Bernex. Ça répond à la demande de ces habitants-là ou c'est plus large que ça? C'est essentiellement sur le plateau de Gavot, on va dire. Il y a Bernex qui fait partie du plateau de Gavot. Et voilà, toutes les communes alentours et même sur le pays d'Évian, voilà, il y a vraiment une demande, notamment sur l'humour aussi, parce que il y a rien, on va dire, à part quelques gros spectacles durant l'année. Mais en petits spectacles, café, théâtre, humour, il y avait vraiment un manque et les gens répondent présents. En tout cas, ils ont répondu présents au premier spectacle. Donc. Oui, parce que là, vous en êtes tous, ça a été là, inauguré mi-décembre. Hein. Voilà, oui, exactement. À Sam, donc c'était le premier spectacle le 12 janvier. Donc voilà, tous les gens... Et la salle était 150 places, c'est bien ça? Voilà, exactement. Donc la salle était... il y avait du monde. Voilà. Il y avait beaucoup de monde. Vous êtes de là-bas? Moi, je suis de Bernex. Voilà, moi je suis d'Évian, mais c'est vraiment Qu'est-ce qui vous a motivé, vous? Parce que je suppose que, voilà, on l'a dit, ça prend du temps, de l'énergie. Qu'est-ce qui vous a porté, vous, pour lancer ce projet-là? Alors déjà ce projet, je pense qu'il est né aussi d'une amitié forte entre nous deux. On a eu le même cursus scolaire, donc on a toujours gravité autour des concerts, voilà, de tout ce qui était culturel. Le fait aussi de faire vivre un petit village nous tenait à cœur. Voilà, et puis voilà, on est vraiment passionnés, c'est pour ça qu'on ne compte pas nos heures. Puis la découverte artistique, vraiment, le but, je pense aussi, c'est de faire venir des artistes qui sont encore méconnus ou peu connus, on va dire, et que le public nous fasse confiance dans la découverte artistique, qu'ils reviennent, voilà, parce qu'il a trouvé les premiers spectacles intéressants, donc le but, c'est qu'ils reviennent les yeux fermés, on va dire. C'est un sacré challenge que vous êtes fixé. Oui.
Mais on est bien entourés, on a de la chance, mais oui, c'est un gros challenge. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour cette première année? Que la salle soit remplie à chaque fois. Pour le moment, on démarre bien, on est contente. Mais le public nous suit, donc voilà. Comment vous faites pour aller démarcher les artistes que vous allez accueillir? C'est facile de les faire venir à Bernex? Il y a un côté, on va dire le côté montagne, voilà. Ils aiment bien en fait, après, notamment, il y a aussi des personnes qui nous parlent des résidences artistiques éventuelles, de venir voilà, créer, écrire à Bernex. Et puis venir, c'est vrai que les artistes, ils se réveillent le matin avec la vue sur la montagne, la neige, voilà, dans un petit chalet. Donc pour eux, c'est déjà, on va dire, presque les vacances. Donc ça ils viennent facilement. Avec plaisir. Voilà. Ouais. En tout ça, en tout cas, tous ceux qui ont répondu présents. Un ou deux grands rendez-vous à ne pas manquer dans les semaines à venir. Voilà, donc prochainement, on a le concert de Presqu'île. Voilà, donc le 16 février, c'est un duo pop française lyonnais. Et ensuite, on a de l'humour avec Gatane, la Gatane Live Therapy, le 23 février. Où là, donc on l'a trouvé au Festival d'Avignon. Voilà. Eh ben merci. Et puis, puisque vous avez parlé de Presqu'île, je souligne qu'il y a 2 places qui sont à gagner pour nos téléspectateurs pour ce groupe-là. Donc, je rappelle les dates. C'est le vendredi 16 février à 20h30. Donc, pour gagner ces 2 places, c'est tout simple. Il suffit de commenter sur le live Facebook de notre page et en mettant juste le nom de la salle dont on vient de parler. Donc, on a fait ça facile. Et donc, le premier à commenter remporte les 2 places. On vous contactera ensuite. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à nous tenir au courant. On a un agenda tous les vendredis qui se fera un plaisir de passer le relais de la programmation. Merci. Merci. Et puis, bonne continuation du coup pour Starting Merci. Block. Merci beaucoup. On va partir du côté de Megève maintenant avec une initiative culturelle plutôt originale. Bonsoir. Alors, Agnès Bouquet, vous êtes la fondatrice de la Web TV Global TV Saint-Tropez. Cet hiver, vous êtes un peu éloignée de la Côte d'Azur pour vous rapprocher de nos belles montagnes. L'hôtel M de Megève vous accueille pour vos conversations secrètes. Alors, avant de parler de la journée d'aujourd'hui, un mot sur la genèse de ces conversations. La genèse de ces conversations? Alors moi, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si le public vous entend. Allez-y, allez-y. On vous entend. Merci. J'entends pas. C'est à toi. Ok, la genèse de ces conversations secrètes, eh bien, j'ai eu le désir de créer des rendez-vous culturels à Saint-Tropez, qui était une terre un peu désertée pendant une certaine période par les artistes et qui avait mauvaise presse, si je puis dire. Donc, j'ai créé des rendez-vous d'écrivains, à Slimani, autour d'artistes. On avait des thématiques comme avec Niki de Saint-Phal, enfin autour de Niki de Saint-Phal. Et ces conversations secrètes sont venues à Megève à la demande de l'hôtel M. Alors ce soir, vous allez en organiser une, là, dans quelques minutes à 19h30 avec Nicolas Loguero-Lasserre qui est à côté de vous et qui est le créateur du premier musée consacré au street art. C'était une journée consacrée au street art aujourd'hui à Megève. Vous êtes aussi avec l'artiste Madame. Pourquoi initier les jeunes Megevans au street art ? Eh bien, le street art présente en tout cas un atout incroyable, c'est que il est très accessible. Hein, les enfants, les jeunes gens comprennent immédiatement ce qu'ils voient en les croisant dans les rues et ils y sont très familiers. Donc l'art urbain, c'est un médium vraiment extraordinaire pour démocratiser l'art. Hein, c'est ça qui est formidable. Ils ont été réceptifs. Comment elle s'est passée cette journée aujourd'hui ? Ben, c'était top, mais je vous en dis 2 mots et je vais surtout laisser la parole à Madame. Alors vous savez que Madame, elle se cache, elle vient du théâtre, elle est toujours masquée, c'est notre drame. Même quand on lui parle, on la voit pas en fait, mais elle va vous raconter. Mais moi, en 2 mots, c'était vraiment top parce que on a fait les 2 écoles de Megève ce matin, il y a 2 écoles ici et plusieurs classes ont travaillé dans des ateliers. Mais donc c'est Madame qui a piloté ça, donc je te laisse raconter. Non, ça s'est super bien passé. En fait, je me suis présentée. On a essayé de travailler ensemble sur la notion de collage, effectivement de la transition de l'atelier à la rue, de pourquoi on faisait ça, comment. Et
et la lecture finalement de la pièce quand elle est dans l'espace public. Pourquoi c'est pas la même pièce quand elle est devant soi dans l'atelier ou dans la classe ou quand c'est dans la rue, etc. Ils étaient hyper réceptifs, c'était vraiment intéressant. Ils sont très curieux, très friands de ce genre de choses. Enfin, je les ai sentis vraiment très réceptifs. Voilà. Et on a enchaîné après avec une performance de Michael Birans, qui est en train d'œuvrer encore pour le moment, dehors, sous la pluie. Il adore ça, dit-il, puisque c'est justement le plaisir du street art, c'est d'être dehors, par tous les temps, à toutes les heures du jour et de la nuit. Eh ben, merci beaucoup. Et puis donc du coup, la conversation, ça se poursuit, je l'ai dit, ce soir à 19h30 à l'hôtel M de Megève. Et il y aura d'autres éditions dans l'hiver ? Oui, absolument. On va recevoir en février Christine Orban pour son prochain livre qui s'appelle Avec le corps qu'elle a, qui sort chez Albin Michel, et Frédéric Becbédé qui lui-même est en train de signer un livre dans une des librairies parisiennes. Voilà, donc on va essayer de vous gâter. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois. Merci. Tout à l'heure. On va passer à l'instant sport maintenant, comme chaque lundi, avec Seb. Bonsoir, bonsoir. Salut Fanette. Alors on va parler hand ce soir. On va parler handball. Notamment. On n'en parle pas souvent sur 8 Mondo, mais on en profite. On a le plaisir ce soir de recevoir Alain Poncet, le président du Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball. Président, bonsoir. Bonsoir. Déjà tous mes vœux pour cette nouvelle année. Plein de réussites pour votre club. C'est la trêve actuellement pour le championnat de Division 1, puisque le championnat d'Europe avec l'équipe de France se déroule actuellement en Croatie. Président, première question, est-ce que cette coupure est tombée au bon moment pour vos joueurs ? Oui, parce qu'ils étaient fatigués à la fin de la première partie de saison. Et puis on est traditionnellement habitué, puisque tous les ans, il y a soit un championnat du monde, soit un championnat d'Europe au mois de janvier. Donc la préparation physique est faite théoriquement pour aller jusqu'au dernier match. Ensuite, aujourd'hui, voilà, il y a un travail de fond qui va se faire, préparation physique, pour 5 mois avant la ligne finale. Alors le début de saison a été très très compliqué, on peut le dire, hein, avec 6 défaites lors des 6 premiers matchs. Mais un début compliqué que vous aviez prévu, que vous aviez même annoncé. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le début était plus que difficile. On le craignait, on l'avait annoncé. Moi, je l'avais annoncé lors de la conférence de presse au CESI, lors de la préparation physique, le stage. On savait qu'on a modifié une bonne partie de l'équipe, on l'a très sérieusement rajeuni. Et puis, on prenait tous les gros du championnat. Donc j'avais dit qu'on risquait de perdre 5 matchs, on en a perdu 6, je me suis planté, j'aurais préféré le contraire. Et c'est vrai que malgré tout, même si vous le savez, vous le préparez, vous l'avez dans la tête, c'est pas facile à vivre et c'est beaucoup plus compliqué à vivre qu'on peut l'imaginer. On en est sorti puisqu'on a enchaîné les victoires derrière, à part un faux pas que je regrette profondément dans les matchs. C'est long à rôder cette équipe justement avec des nouveaux joueurs, des jeunes. Oui, ça a été long à rôder. Puis, il y a malgré tout une spirale de la défaite qui arrive. Et avec beaucoup de blessés, on a eu plus de blessés. En plus, j'avais annoncé qu'on aurait 5 défaites, qu'on risquait d'avoir 5 défaites. On a eu des blessés importants après aussi. Donc, on a eu toutes les complications possibles et imaginables. Là-dessus, il y a quand même 1 ou 2 matchs, ou 2 matchs avant, où on aurait pu gagner de pas grand-chose. Mais voilà, ça, c'est la dure loi du sport, fait qu'on a perdu d'1 ou 2 buts. Et c'est vrai qu'on aurait pu mieux respirer dans ces cas-là. Alors, première victoire, donc peut-être le déclic, qui a eu lieu le 2 novembre avec un succès à Nantes, un très beau succès, 32-28. Vous l'avez dit, ensuite enchaîné 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Cette bonne période, elle coïncide aussi avec l'arrivée de Laurent Busselier au poste d'entraîneur adjoint, décision que vous avez prise. Alors, avant ou après le match contre Toulouse, c'est une décision forte de sens. On l'a annoncé, si je me souviens bien, sur le match de Toulouse. Donc c'est vrai que c'est une décision qu'on avait prise quelques semaines avant. On avait aussi un problème d'équilibre et de bon fonctionnement et de relationnel, on va dire, on ne va pas s'en cacher, entre les entraîneurs et les joueurs. Donc on cherchait la bonne solution et finalement en réfléchissant bien, parce qu'on regarde des fois pas ce qu'on a autour de soi, et on avait Laurent Busselier qui est l'entraîneur du centre de formation, qui est le responsable du centre de formation, qui était la personne qui nous semblait la pertinente en complément. On a un entraîneur qui a la méthode des Balkans, qui ne parle pas beaucoup, qui est très raide. Et puis à côté, on a quelqu'un à côté qui tchatche dans tous les sens, qui est très souple, qui est très dans l'affect. Donc le mélange des deux a été une bonne réussite. Très sincèrement, est-ce que vous avez craint pour l'avenir du club après ce début de championnat raté ? Très sincèrement, non. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ça arrive, ça pique, vous dormez mal, je vous le garantis. Mais de là à craindre pour le club, non, parce qu'on savait que quoi qu'il en soit, cette équipe a des capacités, a un bon niveau de jeu. C'est vrai que le niveau du championnat progresse également constamment, donc c'est pas forcément simple.
Mais non, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Oui, j'en ai un ou deux qui vont dire mais vous allez vous maintenir. Non, sincèrement, à aucun moment on s'est inquiété à ce niveau-là, quoi. Nos objectifs sont beaucoup plus ambitieux, c'est d'être européen. Donc il y a des moments où vous dites on va y arriver, on va pas y arriver. Mais sur le maintien du club, non. Voilà. On a un peu de métier, un peu d'expérience, ce qui fait qu'on arrive à relativiser les choses. Je vous bois. Un petit mot de basket. Un petit mot de basket. J'attendais la question, mais on va rester en Savoie avec du basket donc et Aix-Maurienne qui recevait Blois ce vendredi soir à la Halle Marlioz. Seb, tu y étais, on regarde le résumé. Fort de 2 victoires consécutives, Aix-Maurienne Savoie Basket entame de la meilleure des façons ce match contre Blois, équipe de haut de tableau. Kevin Mendy est le premier à dégainer avec 2 paniers à 3 points. Karim Atamna, le capitaine savoyard, y va aussi de son tir longue distance et AMSB mène 11-0 après 3 minutes 30. Petit à petit, Blois reprend ses esprits pour revenir à 7 points à la fin du premier quart-temps. Et pourtant, de manière aussi inexplicable qu'inattendue, les Savoyards vont complètement bafouiller leur basket dans la deuxième période. Résultat, seulement 10 points marqués, la faute à une adresse en berne. Et comme défensivement les hommes de Fabien Romeillet sont très friables, Blois, qui n'en demandait pas tant, prend les devants à la mi-temps pour mener 36-33. Le jeu des montagnes russes continue pour Aix-Maurienne lors du troisième quart-temps. Portés par un très bel état d'esprit, les Savoyards retrouvent des couleurs sous l'impulsion notamment du revenant Moses Sonko. Le collectif aixois est en pleine confiance et cela se traduit au tableau d'affichage. Avant de débuter les 10 dernières minutes, AMSB mène 52-47. Mais en face, l'ADA Blois n'est pas deuxième de Pro B par hasard. Encore diminué par les absences, Aix-Maurienne laisse les Verts et Noirs revenir à hauteur. Et grâce à un enchaînement de paniers primés, les Blésois repassent devant définitivement cette fois. La fin de match est compliquée pour AMSB, malgré un baroud d'honneur. Score final, 72-64 pour Blois. C'est pas une défaite contre les deuxièmes qui enlève ce qu'on a fait avant, il faut qu'on continue. Ça allait pas, on n'allait pas gagner tous les matchs d'un coup, hein. Donc voilà, il faut qu'on continue dans cette lignée et je pense qu'on sera beaucoup mieux dans cette deuxième partie de saison. Ce vendredi soir, les Savoyards auront payé cher leur inconstance et leur irrégularité contre une des grosses équipes du championnat. On commence très très bien les demi-temps et puis d'ailleurs on gagne le premier et le troisième quart-temps. Et puis on sombre petit à petit dans le deuxième quart-temps et le quatrième quart-temps. Les stats elles sont dures parce qu'elles sont presque en notre faveur, quasiment. Mais on se rend compte qu'on perd 14 ballons mais qui donnent 18 ou 19 points de jeu rapide. Prochain match pour AMSB, ce vendredi dans le Nord à Denain, 9e du classement. Président, vous l'avez dit en début d'émission, ça a été une année charnière. Vous avez clairement fait le choix de la formation, contrairement à certains autres clubs français. C'est un choix assumé qui, selon vous, portera ses fruits à plus ou moins long terme. La formation a toujours fait partie de l'ADN du club, donc on a culturellement ça dans le sang, j'ai tendance à dire. Après, le niveau du championnat monte de plus en plus, les budgets progressent, on est malgré tout dans une petite ville, et donc aujourd'hui, à terme, on considère que ça coûte quand même moins cher de former des joueurs, puisque du coup, on connaît leur culture, ils connaissent la culture du club, on sait comment ils fonctionnent, etc., quoi. Donc c'est vrai c'est un élément fort pour nous, et à tel point qu'on va faire des gros investissements là-dessus, puisque on va, je vous pique peut-être votre question, tant pis pour vous, on va construire le premier centre d'entraînement qui existe au handball, personne n'a ça. On va faire un investissement qui s'approche des 6 millions d'euros, où on aura l'hébergement des joueurs, des salles d'entraînement, des salles de musculation, de soins, etc. Et le siège de club est un vrai lieu de vie, on pourra vous accueillir. Avec plaisir. Comme vous l'avez dit, vous avez prévu ce centre d'information qui fait partie d'un projet, un projet présenté en mai 2016, un projet Ambition 2020. En quoi ça consiste en quelques mots ? Ça consiste déjà à avoir un véritable outil, parce que quand vous avez un véritable outil avec le matériel qu'il faut, l'hébergement qu'il faut, vous êtes déjà plus attractif pour les jeunes, parce que tous les clubs aujourd'hui se battent pour aller chercher les pépites de demain, puisqu'on récupère pas mal de jeunes qui sont bien évidemment en Auvergne-Rhône-Alpes, mais des fois on va un petit peu plus loin, et on va accueillir dans cette académie des joueurs étrangers, pour aller encore augmenter la qualité de notre recrutement, quoi. Donc il faut être attractif, il faut un bel outil. À côté de ça, tous nos stagiaires font des études, et ils ne font pas des études factices, ils sont réellement des études pour préparer leur reconversion. Donc il faut l'équipement, il faut l'outil pour ça. Donc c'est un investissement qui est lourd, mais qui sera un signe de garantie pour les parents, pour les jeunes qui viendront chez nous. Et
Ça demande beaucoup d'argent, c'est vrai, c'est un choix, hein, c'est des fois aussi des sacrifices. C'est une grosse partie de votre budget, du coup? Alors c'est de l'investissement là, mais malgré tout, il y a un moment ou un autre, l'argent que vous mettez dans le centre de formation, vous ne le mettez pas forcément dans un joueur très performant. On n'a pas une culture de mercenaires à Chambéry. On a toujours eu ces résultats avec cette culture qui est à la fois l'exigence du haut niveau, mais malgré tout un club familial où les choses se disent, etc. Donc ça nous a plutôt bien réussi. Même si le niveau du championnat monte aujourd'hui et il commence à avoir des gros budgets, ça a tendance à fonctionner et on ne va pas changer un système qui fonctionne. Et en tout cas, on ne va pas changer notre culture. Le budget de Chambéry par rapport à d'autres clubs, pour qu'on se rende compte? C'est le 9e budget du championnat. Ouais, 9e budget sur 14 Alors, équipes. il y en a un qui dérape complètement, c'est le budget du Paris Saint-Germain qui est à 16 millions. Ensuite, le 2e, c'est Montpellier qui doit être à 8,5 millions. Et puis après, voilà, ça se répartit un petit peu là-dessus, sachant que nous, on est le 9e à 4. Mais le 6e doit être à 4,2. Voilà, il n'y a pas beaucoup de différence, quoi. En tant que président, on sait que vous êtes là depuis longtemps, vous êtes énormément investi. Avec la hausse des moyens de certaines autres équipes, Chambéry a logiquement reculé dans la hiérarchie. C'est pas trop difficile à vivre de ne plus pouvoir lutter à armes égales? Vous l'avez dit avec les clubs comme Paris, comme Montpellier, comme Nantes. C'est qu'un passage. Donc, on a fait un gros travail de fond pendant cette année où on a reçu tous nos partenaires, on a préparé en quelque sorte le club 2.0. Avec les partenaires, après-demain matin, on va recevoir des supporters. On a vraiment travaillé pour faire un nouveau club en quelque sorte, quoi. Et sincèrement, aujourd'hui, quand on voit toutes les accroches et le travail qui a été fait et la mobilisation qu'il y a dans l'équipe, là du côté administratif maintenant, je ne suis pas inquiet. Je pense que l'objectif, on avait dit, c'est essayer de réussir à s'approcher des 5 millions sur 2 à 3 ans. On a dit ça il y a 8 mois, 1 an. Aujourd'hui, je pense que sincèrement, on va y arriver. Donc on va se repositionner, quoi. Entre la formation plus l'augmentation de budget, on va se repositionner. Pour en revenir aux sportifs, vous la voyez comment cette seconde partie de saison? On rappelle, hein, vous êtes 9e au classement. Ouais. Il reste 13 matchs à jouer. Chaude, mais chaude jusqu'au bout, quoi. Et, on va finir, je crois que si je me souviens bien, c'est le 30 mai à Paris et on va gagner contre le PSG, ce qui va nous permettre d'obtenir, peut-être de justesse, mais on va obtenir une place européenne, quoi. Souvenez-vous que je vous ai dit, comme j'ai dit aux journalistes qu'on allait avoir début de match, début de saison difficile. On gardera la séquence. On va garder la séquence. Des images de paddle. Voilà, on en a parlé sur ce plateau, ouais. on avait reçu Benoît Mouraine il y a quelques temps. La Glaglaré, cette course de paddle a donc eu lieu ce week-end sur le lac d'Annecy, dans des conditions météo un petit peu compliquées, hein, mais ça n'a pas empêché d'avoir de belles images, avec la présence notamment d'environ 500 rameurs qui ont pris leur courage à deux mains pour pagayer malgré des températures glaciales et même quelques flocons de neige. Et les Français ont brillé, puisque chez les hommes, c'est le jeune espoir Tom Aubert qui l'emporte. Chez les femmes, Cocorico là aussi, avec une victoire pour Mélanie Lafenêtre. Alain, avant de se quitter, un mot, vous venez de l'évoquer, sur la Coupe d'Europe, une compétition qui vous tient à cœur. On rappelle, hein, il y a 2 ans, Chambéry avait terminé 4e du Final Four. Vous avez envie de revivre ces émotions? Sincèrement, c'est la première fois que je vivais un Final Four. Et moi aussi, j'y étais. Vous étiez, c'est bien, vous avez passé un bon moment. Et les gens c'était à Nantes, les gens de Nantes ne se sont pas encore remis de l'ambiance qui avait été mise par les frégats, par les fondus là-bas. Et sincèrement, on fait un peu tout ça à un moment ou à un autre pour vivre ces émotions-là, quoi. Donc aujourd'hui, on va commencer la phase de poule dans une quinzaine de jours, dans 3 semaines, qui va nous emmener jusqu'à fin mars, pardon. Sincèrement, j'espère que, je ne sais pas si on va aller au Final Four complètement, mais en tout cas, la poule paraît accessible. On va faire en sorte de ça pour vivre ces moments-là. C'est trop fabuleux à vivre. Merci beaucoup en tout cas Alain d'être venu sur ce plateau. Merci de votre invitation. Et puis bonne continuation pour la suite de la saison. On prendra des nouvelles du club bien évidemment. On va faire en sorte. Merci à vous. On va parler tennis, mais très rapidement. Très rapidement. On est en ligne avec Cyril Cornu, si tout va bien, le directeur de l'Open de tennis international qui a démarré ce lundi à City Green, à Vésy-Fontenay. Cyril, bonsoir. Bonsoir. Alors le tournoi, il s'agit d'un tournoi ITF ouvert aux joueurs en mal de points ATP, c'est bien ça? Exactement ça, c'est la première catégorie des tournois professionnels. On a 15 000 $ de prize money. Et puis les joueurs viennent ici pour gagner leur place après sur le plus grand circuit et avoir une chance un jour peut-être de jouer l'Open d'Australie ou autre. Quelle est l'importance justement de ce type de tournoi pour les joueurs du circuit professionnel qui participent cette semaine à votre épreuve?
C'est le démarrage, c'est le passage obligé pour pouvoir justement prétendre à participer à des plus gros tournois. C'est ici que vous faites vos armes, vous venez gagner vos premiers points, vous venez aussi battre des joueurs qui ont parfois un petit peu de métier, d'expérience, et puis pour pouvoir prétendre à justement passer à des catégories de tournois un petit peu supérieures et enchaîner. C'est aussi l'occasion pour des jeunes joueurs d'un magazine d'expérience, j'imagine? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce à quoi ce type de tournoi est destiné, puisque de toute façon, avec un prize money de 15 000 $, le vainqueur va repartir avec 1 400, 1 500 €, sachant qu'il n'est pas hébergé, qu'il a ses frais de restauration, de transport pour venir ici. Donc c'est pas pour l'argent qu'ils viennent ici, c'est justement pour ça, pour pouvoir aguerrir leur niveau et prétendre à autre chose pour la suite. Merci beaucoup Cyril. On rappelle la finale, c'est donc ce dimanche 28 janvier à partir de 15 h. Exactement. Merci beaucoup. Seb, on n'a pas vraiment le temps des résultats, donc on mettra ça sur Twitter et sur Facebook, comme ça les gens auront tous les résultats en réseaux sociaux. Pauline, on la retrouvera dans le JT parce que donc on est à la bourre, donc pour le rappel des titres, je vais m'en occuper. Donc on reviendra sur les inondations, encore nombreuses, un hiver décidément compliqué pour nos vallées, et puis on reviendra également sur la mobilisation des gardiens de prison. C'était en blocage ce matin, depuis 6 h du matin, c'est Emmanuel Jaude à Chambéry qui a été y faire un petit tour. On se quitte avec un coucou hyper rapide du côté de Montchavin à La Plagne, 3,80 m de cumul de neige, donc il y a de quoi faire. Ça fait rêver, mais pour le moment ça fait rêver sur les pistes parce que, on le rappelle, risque d'avalanche 4 sur 5, donc on en profite, justement il y a de la fraîche sur les pistes, donc on reste sur les pistes. C'est la fin de cette émission, demain Seb tu prends les commandes, d'accès direct, passez une très belle soirée.